Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une interview un peu particulière puisqu'elle n'est pas en direct sur Twitch. Je reçois tout de suite un duo qui nous a informés sur France Télévisions tout au long de cette guerre en Ukraine. Ils y sont allés 2 fois en 3 mois. Anaïs Anquet, journaliste à France Info, et Christophe Quinck, journaliste reporter d'images, grand reporter depuis 30 ans, sont mes invités. Bonjour Anaïs. Bonjour Louane. Bonjour Christophe. Bonjour Louane. Merci beaucoup d'être avec moi en ces temps de récupération. D'abord, première question, Anaïs, quand êtes-vous arrivée en Ukraine et comment ça s'est passé? Comment s'est passée votre arrivée? Alors on est arrivé le 30 avril, on est d'abord arrivé à Lviv, c'est une ville de l'Ouest qui est un peu moins en danger par rapport à d'autres zones qui sont plus dangereuses. La vie avait commencé à reprendre, donc c'était assez étrange de se retrouver à Lviv. Ensuite on a été à Kiev et c'est là qu'on a commencé à faire des reportages avec Christophe Quinck, notamment et bien sur la fin des combats. Parce que quand on est arrivé, ça faisait déjà plusieurs semaines que les Russes avaient quitté Kiev. On a pu donc rencontrer des gens qui étaient en train de découvrir leur maison, reconstruire également leur domicile qui avait été bombardé. Et Christophe, dès que vous êtes arrivé sur place, est-ce qu'on vous a laissé un petit peu de temps pour vous préparer ou directement vous êtes arrivé, duplex, c'est parti? En fait, sur ce genre de mission, généralement, quand tu arrives pour travailler. Donc, effectivement, on est arrivé, on a passé, comme disait Anaïs, une nuit à Lviv. Après, on a fait la route pour aller à Kiev. Effectivement, une fois qu'on est arrivé à Kiev, on a commencé à enchaîner les directs, oui, pour France Info, le matin, principalement. Et puis après, on avait la journée pour faire nos reportages qu'on déterminait ensemble avec Anaïs, avec le fixeur et le driver. Anaïs, Christophe le disait à l'instant, donc le matin plutôt les duplex, l'après-midi j'imagine les reportages et le soir le montage. Comment ça se passait? Est-ce que vous étiez épuisé à la fin? Parce que c'est un peu répétitif. Alors on est un peu fatigué, mais c'est très fort ce qu'on est en train de vivre. On sait que c'est important et tu as une forme d'adrénaline, de concentration qui t'évite d'être trop fatigué. En fait, tu es très concentré sur ce que tu fais et tu es plutôt ravi à la fin de la journée d'avoir réussi à sortir un reportage important. Donc en fait, oublie un petit peu la fatigue. Et de la fatigue, tu l'as plus quand tu rentres en France, en fait. D'accord. Christophe, avant d'aller sur le terrain à France Télévisions, est-ce qu'on vous donne des conseils, on vous donne des informations ou c'est pendant le trajet, vous réfléchissez Alors, c'est vrai que quand on part sur ce genre de mission, on la prépare déjà un petit peu en amont. Donc, on essaye de savoir à peu près où on va, savoir comment on se situe, enfin, savoir où se situe la ligne de front, comment on va pouvoir y avancer, comment on va pouvoir y aller. C'est vraiment avec le fixeur, qui est l'interprète local, qui connaît mieux le pays que nous, et puis aussi avec le driver, qui s'appelle Vlad, là, en l'occurrence, et qui aussi a l'expérience du terrain de cette ligne de front et de savoir comment on va pouvoir y aller. Alors après, c'est quelques préparations en amont, c'est préparation du jet pare-balles, préparation du matériel, voir si ça fonctionne. Et puis après, une fois que c'est parti, on prend l'avion et puis on arrive dans la voiture. Et après, c'est parti. et justement, il y a des fixeurs avec vous sur place, qu'est-ce que c'est? Alors, Voilà. un fixeur, pardon, c'est quelqu'un qui travaille sur place et pas un journaliste forcément. Nous, par exemple, le premier fixeur qu'on a eu, il s'appelle Alexei et normalement, quand il n'y a pas la guerre en Ukraine, il produit des films de cinéma. Et pendant ce conflit, eh bien, comme il ne peut plus travailler, eh bien, il a fait le choix de nous aider, nous, journalistes français, à faire notre travail, à nous aider notamment à faire des traductions, parce que les gens là-bas parlent ukrainien, parlent très peu anglais. Il nous aide également à avoir des contacts pour pouvoir demander des autorisations de tournage. Il a aussi des idées, parce que contrairement à nous, lui, il vit sur place, donc il sait ce qui se passe, il sait ce qui est différent, il sait où il faut aller, et il nous apporte vraiment beaucoup d'aide. Sans les fixeurs, en fait, on ne pourrait pas travailler dans des pays en guerre, ça serait impossible. D'accord, donc à chaque fois, vous suivez toute la journée. C'est ça. D'accord, alors j'ai une question pour vous deux. Peut-être Christophe, est-ce qu'il y a des fois où vous vous sentiez vraiment en danger à tel point, c'est pas très beau à dire que c'était la fin, que vous alliez mourir? Alors ça, c'est ce genre de c'est pas le genre d'idée que j'ai. Quand je vais sur la ligne de front, et notamment avec Anaïs, c'est pour y raconter des histoires. Donc on va y prendre effectivement toutes les précautions, mais à aucun moment je me dis on va tous mourir. Parce que si tu commences à avoir ces pensées un peu négatives, à un moment donné, tu vas faire une faute, et là, pour le coup, tu vas peut-être mourir ou être blessé. Donc il faut absolument être focus sur la mission, focus sur le reportage, prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent pour pouvoir y aller. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se dire, là, c'est trop dangereux, à ce moment-là, on n'y va pas. Et à ce moment-là, il faut aussi accepter ce principe-là de se dire, c'est trop dangereux, on n'y va pas, on essaiera de faire autre chose. Ça, c'est le premier principe de précaution à avoir quand on va sur une ligne de front.
D'accord. Et Anaïs, vous avez pu parler à la population, Christophe aussi, j'imagine. Mais que vous disait-il? Est-ce il y en avait certains qui avaient peur, d'autres ou pas du tout peur? Alors c'est un peu étrange parce que désormais, ça fait voilà, plusieurs mois que la guerre est en cours. Les habitants, ils ont hélas appris à vivre avec ce risque, avec ces bombardements. Certains ont même fait le choix de rester dans des villages qui étaient bombardés depuis plus de 2 mois. Et il y a une forme de résilience, c'est-à-dire que oui, ils ont peur, mais il y a une personne âgée qui m'a dit, oui, j'ai peur, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Parce que la plupart des personnes qui restent, c'est aussi parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de fuir, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, soit aussi parce que c'est des personnes âgées qui sont trop âgées pour voyager. Donc, il y a vraiment un courage chez ces personnes et oui, une forme de résilience. Est-ce que les gens là-bas, les Ukrainiens, vous respectent en tant que journaliste? Ouais, les Ukrainiens, ils nous respectent en tant que journalistes parce qu'ils voient bien ce qu'on est venu faire, en fait. On est venu montrer une agression d'un pays sur un autre. Et effectivement, une agression d'un pays qui s'appelle la Russie, qui est tenu par un président qui s'appelle Vladimir Poutine et qui a décidé d'envahir l'Ukraine. C'est un peu comme si notre Emmanuel Macron national avait décidé d'envahir la Belgique. Donc oui, les Ukrainiens sont contents qu'on soit là pour relater ce que font les Russes, parce que les Russes ont aussi cette particularité, c'est qu'ils bombardent massivement les villes, ils les rasent quasiment à 80, 85, 90%, et ensuite ils font rentrer leurs troupes terrestres. Donc eux, ils veulent aussi qu'on soit là pour qu'on montre cette réalité, et puis aussi les massacres de civils, ce qui s'est passé à Boucha et ailleurs. Donc oui, nous, notre rôle à nous, c'est d'informer la France, mais aussi d'informer le monde, en fait. Et en D'accord. fait, c'est des preuves qui servent. En fait, on écrit l'histoire en temps réel quand on fait du journalisme sur les terrains de guerre. Si on n'était pas là, ça serait une guerre à huis clos et personne ne saurait ce qui se passe sur place. Et ça, ils en ont conscience, les gens. Anaïs, les Russes, vous respectez aussi? On n'a pas croisé de Russes en Ukraine parce que ce que disait Christophe, c'est vraiment une guerre d'artillerie. On ne voyait pas des combats au sol entre soldats directs, des combats directs. Non, non, c'est vraiment des bombardements. On entendait les bombardements ukrainiens, on entendait les bombardements russes. Vous qui n'êtes jamais parti, je crois, couvrir un pays en guerre, Anaïs, est-ce que vous vous attendiez en arrivant à voir l'ampleur de ce que vous avez pu voir? Non, je pense que personne n'est préparé à voir ça, c'est impossible. Nous, on vit dans un pays en paix, on n'a jamais connu ça. Alors forcément, quand on arrive dans un pays, quand je suis arrivée à Kiev et que j'ai vu l'ampleur des dégâts, même à travers mon métier, c'est de le voir à la télé, le voir dans mes reportages qu'on diffuse sur l'antenne et le voir en vrai, c'est totalement différent. Un des premiers reportages qu'on a fait près de Kiev, c'est un tout petit village, un peu isolé, et qui a été détruit à plus de 80%. Et ça, personne n'est préparé à le voir, en fait. C'est inimaginable. Christophe, il y a beaucoup d'émotions quand on est là-bas. Comment gère-t-on ce tas d'émotions en même temps, vous qui, depuis plusieurs années, couvrez les guerres en Syrie, en Irak ou encore en Afghanistan? Alors, l'émotion, elle peut avoir plusieurs sens. Ça veut dire que quand on est sur la ligne de front, c'est l'émotion quasiment du danger, de prendre des risques pour effectivement raconter des histoires. Après, c'est aussi l'émotion des rencontres qu'on peut faire dans ce genre de pays, de ces gens qui perdent tout en un instant, qui doivent faire une valise en 40 secondes pour quitter un appartement, une maison où ils ne seront pas sûrs d'y revenir. Donc les émotions, elles sont diverses et variées. C'est en fonction du lieu où tu peux aller, du lieu où tu es autorisé à aller. Voilà, les émotions, c'est un peu divers et varié. Ouais, c'est plutôt comme ça que je le vois, moi. On va parler maintenant de Frédéric Leclérimov, qui travaillait pour BFM TV. Il a été tué lundi en Ukraine alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire. Il est le 8e journaliste mort en Ukraine. Tué lors d'un bombardement russe, le jeune homme de 32 ans a été touché par un éclat d'obus. Une enquête pour crime de guerre a été demandée par la diplomatie française. D'abord, toutes mes condoléances à sa famille, ses amis et évidemment aux collègues de BFM TV et notamment à Maxime Brandstatter, son coéquipier, qui va devoir rentrer avec sa dépouille. D'abord, Anaïs, quelle a été votre réaction? Je t'avoue que j'ai été très choquée parce que c'est un jeune homme qui a fait la même école de journalisme que moi, que j'avais déjà croisé sur le terrain. J'ai beaucoup d'amis qui le connaissent et on a une proximité du fait de notre âge, du fait du métier qu'on fait. Alors lui, je t'avoue, ça m'a beaucoup perturbée et ça m'a choquée d'apprendre sa mort. Christophe, suite à cela, est-ce que si on vous demande de retourner par exemple en Ukraine ou dans un autre pays en guerre, est-ce que vous diriez oui? Alors, je l'ai déjà fait parce qu'en fait, quand j'ai appris la mort de ce journaliste de BFM, moi, ça m'a replongé 10 ans en arrière parce qu'il y a 10 ans, le 11 janvier 2012, à Homs, en Syrie,
Voilà, j'étais avec Gilles Jacquet pour couvrir les événements. C'était le début de la Révolution aussi. Et on a été attaqué par 4 obus. Et le quatrième est tombé entre lui et moi. Lui, ça l'a tué, moi, ça m'a blessé. Et donc, effectivement, il y a eu ce choc psychologique en se disant, mais effectivement, ça ne s'arrêtera jamais, en fait. C'est-à-dire qu'on est là pour informer, mais on prend aussi, effectivement, des risques pour informer. Donc, voilà, j'ai vécu ce traumatisme à travers ce qui s'est passé avec Gilles Jacquet. Et malgré tout, je suis retourné, effectivement, à nouveau en Syrie après, en Centrafrique et ailleurs. Ouais. Donc, parce que ce qui est important, c'est que les dictateurs ne puissent pas dormir sur leurs deux oreilles. Ça peut paraître prétentieux, mais notre métier à nous, c'est de porter la plume dans la plaie, comme disait un certain Albert Londres, notre maître à tous des journalistes. Donc, il faut continuer à y aller pour raconter ce qu'on y voit et ce qui s'y passe. Donc ça ne vous arrête pas. Anaïs, vous êtes partie une première fois en Ukraine au mois de mars. C'était avec Alexis Fischer. Et ensuite, c'est vous qui avez demandé à y retourner. Pourquoi? Parce que c'est ce que disait Christophe, c'est important d'être là, sinon on n'est pas là. S'il n'y a pas de journaliste, personne ne saura ce qui se passe. Ça veut dire que le peuple ukrainien est abandonné, que ça veut dire que la Russie peut faire ce qu'elle veut. Ça veut dire aussi que personne ne sera informé de ce qui se passe. Et en fait, je suis journaliste, donc quand je vais en Ukraine, je suis à ma place, entre guillemets. Je suis là où je dois être, c'est là où il y a l'actualité, c'est là où les choses se passent. Et quand on tend le micro proche de la ligne de front à une femme qui a tout perdu et qui reste là, on sent l'importance de son travail, en fait. Et c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner, même si on prend des risques. Et c'est même aussi pour rendre hommage à toutes ces personnes qui prennent des risques, on ne peut pas arrêter d'y aller. Ça veut dire que sinon, les dictateurs, eh ben, ils ont gagné. Plus personne n'ira couvrir de terrain de guerre. Il faut y retourner. Et quel a été le moment le plus difficile pour vous deux, d'abord Christophe? Bah, le moment le plus difficile, c'est pas forcément dans la mission que j'ai faite avec Anaïs. J'en ai fait une précédente, où je suis resté 46 jours, où j'ai assisté, moi, à un basculement d'un pays normal avant le 24 février et le jour où la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, donc le 24 février au soir. Donc moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est de passer d'un monde à l'autre, en fait. D'un monde voilà, où la vie est normale, comme à Paris, et puis de basculer dans l'horreur. Ça m'a effectivement frappé, parce que je n'avais jamais fait. Souvent, j'étais plutôt dans les starting blocks, pas loin du début d'une guerre, et puis après, on rentrait soit avec les Américains, soit avec les forces irakiennes, soit avec les forces afghanes. Mais là, j'ai passé 15 jours en Ukraine, normal, une vie normale, des restaurants, des cafés, des terrasses, des gens qui n'imaginaient pas une seconde que Vladimir Poutine décide d'attaquer ce pays. Et puis, j'ai basculé effectivement dans l'horreur après, ouais. Et Anaïs? Alors moi, le plus dur, étrangement, c'est pas forcément quand on est sur la ligne de front. À la ligne de front, il faut être vigilant. On entend les bombes tomber. On en a même vu une tomber devant nous. Moi, le moment pourtant le plus dur, c'était à Kiev. Il n'y avait plus de combat, mais on a assisté en fait à des enquêtes en ce moment qui sont en cours pour prouver les crimes de guerre de la Russie en Ukraine. Et on a assisté à l'exhumation du corps d'une petite fille de 10 ans tuée par un bombardement. Sa mère devait être présente pour reconnaître le corps et c'est très difficile de voir une maman présente à l'exhumation du corps de sa fille. Et c'est peut-être le moment qui m'a le plus touchée de cette mission, forcément. Et comment maintenant vous vivez votre retour en France après avoir vu la guerre de très très près? Est-ce que maintenant vous y pensez souvent? Vous avez plein d'images dans la tête? Alors moi, j'ai effectivement plein d'images, mais j'ai aussi plein d'histoires. Elle vient d'en raconter une, Anaïs, avec cette maman qui a assisté à l'exhumation de sa petite fille. Mais c'est aussi des moments, j'allais dire de bonheur, mais des moments intenses qu'on partage à deux avec Anaïs, parce que c'est vraiment un équipage qui doit être solide et soudé. Mais c'est aussi des moments de rigolade avec Vlad et Andrei, qui sont le fixeur et le driver. Donc voilà, moi je garde ces images-là, je garde cette image de ce pays qui effectivement a été attaqué. Voilà, on est rentré à Paris, maintenant on réfléchit pour peut-être y retourner, pas tout de suite, un peu plus tard, en espérant que d'ici là, la guerre sera terminée, notamment pour la population civile qui souffre. Donc non, moi j'ai plutôt des images, effectivement des images intenses de ce qu'on a vécu par rapport à nos histoires, mais aussi des moments de partage avec des Ukrainiens et puis avec Anaïs, avec Vlad et puis avec Andrei. Parce qu'on est vraiment, on vit vraiment 24 heures sur 24 tous ensemble en fait. Et en fait, toutes les émotions, elles sont décuplées
Et c'est vrai que quand on rentre, moi, depuis que je suis rentrée, je pense souvent à Christophe, mais je pense aussi aux fixeurs parce qu'on en avait plusieurs sur place. Je leur envoie des petits SMS. On est toujours en contact avec le chauffeur. Je suis en contact avec Alexei, notre premier fixeur à Kiev. On se raconte ce qui se passe. Et moi, là, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé là-bas. Voilà, je garde cette émotion et comme il dit, je garde pas forcément que les moments dramatiques. Je pense aussi à tous ces moments en voiture où on discutait, où on parlait de nos vies parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc, on se raconte tout. Et tout est plus fort en fait. Et Christophe disait qu'il souhaitait y retourner plus tard. Pareil pour vous, Anaïs? Oui, moi aussi, hein, je pense, voilà, j'espère que la guerre ne va pas se poursuivre trop longtemps, mais s'il faut, j'y retournerai bien sûr. Et donc, dernière question toujours pour Anaïs. Vous préférez, vous qui êtes journaliste à France Info, donc au Hub et vous faites des reportages, vous préférez faire des reportages ou aller sur place en Ukraine? Alors moi, j'aime ce que je fais à France Info, moi, j'aime présenter, j'aime faire des hubs, c'est aussi important de faire des éclairages en plateau, il faut les deux, et c'est vrai qu'être sur le terrain, c'est la base de notre métier. Moi, si j'ai fait du journalisme au tout début, si j'ai fait des études de journalisme, c'était pour aller parler aux gens, pas forcément sur le terrain de guerre, hein, même en France, c'était pour rencontrer des personnes, leur tendre un micro et raconter leur histoire. Donc c'est toujours plus fort et c'est ce que je préfère faire. Et Christophe, dernière question, est-ce que un jour vous avez pensé, est-ce que vous aviez pensé qu'il allait y avoir une guerre en Ukraine? Alors, enfin, moi, j'y étais en 2014 quand il y a eu la révolution et quand ils ont fait vaciller le pouvoir qui était sous contrôle des Russes à l'époque. Donc 2014, et puis d'un seul coup, 2014, dans le Donbass, s'est installée une guerre de tranchées. Donc effectivement, 8 ans après, effectivement, c'était évident qu'à un moment donné, Vladimir Poutine n'allait pas garder qu'une partie du Donbass. Lui, il voulait récupérer tout le Donbass. Pour deux raisons. La principale, c'est parce que ça regorge de ressources minières, de ressources agricoles. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le Donbass qui sont plutôt pro-russes que pro-ukrainiens. Et effectivement, pendant 8 ans, on a essayé de proposer aux éditions, aux magazines, ce serait bien qu'on aille faire cette guerre oubliée, des tranchées, comme en 14-18. Ouais, non, pas trop, c'est pas très intéressant. Pourtant, c'est une guerre qui est aux portes de l'Europe. Moi, je l'ai effectivement senti, mais parce qu'à un moment donné, j'y suis allé dans les tranchées et j'étais raconter l'histoire de ces soldats dans les tranchées. Et effectivement, ça ne pouvait pas rester figé comme ça, en fait. Et est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin? Un mot à dire pour la fin. Euh, J'adore mon métier. Un métier génial, j'imagine. Anaïs, vous adorez aussi votre métier? Oui, j'adore mon métier et je remercie toutes les personnes qui sont sur place et qui nous aident, les fixeurs, les drivers, les personnes qui acceptent qu'on les suive chez eux alors qu'il y a des bombes qui tombent à côté, qui acceptent de nous ouvrir leurs portes et qui nous racontent ce qu'ils ont vécu malgré la douleur. Donc je leur dis merci. Merci à vous deux d'avoir été avec moi et merci pour votre courage et votre sang-froid en Ukraine. 2 fois en 3 mois, merci beaucoup. Merci à toi, Louane. Merci à toi, Louane. Bonne suite. Bonne journée à tous. Salut.